Alors Pierre, ce sont les préparatifs pour ce soir? Ben enfin, l'image est là. Voilà, ça revient. Tout doucement. Oui, tout s'arrange. Je m'inquiétais. Je me disais, ils ont encore utilisé les yeux pour leur soirée et il n'y aura pas d'image. Parce que moi, ce que je veux, c'est quand je serai encore plus vieux, pouvoir retrouver ce que je faisais dans ma jeunesse comme aujourd'hui. Voilà, tout à fait. Aujourd'hui, je démarre quelque chose avec mes amis. D'ailleurs, nous sommes reçus avec beaucoup d'élégance, avec les parents de Jean-David. Et donc, on les remercie. Je remercie Jean-David d'organiser cette petite manifestation qui nous permet, à nous, de déguster avec plein de connaisseurs ces produits que nous avons là, comme les saucisses sèches de la Maison Vaux, comme celles-ci, qui sont un vrai délice, mais plus encore, les saucisses de l'Ardèche, de notre ami Duterte, Paul Duterte et son frère, qui nous chatouille le palais par une élégance gustative qui me rappelle ce que me ramenait mon grand-père lorsqu'il partait voir ses amis en Charente. Eh bien écoute, Pierre, tout ça c'est de bon augure. Je pense que nous avons été gâtés par nos fournisseurs, effectivement. Et... Alors, nous avons plusieurs fournisseurs. Exactement, voilà. Nous avons plusieurs fournisseurs qui sont venus ce soir, honorer de leur présence ce numéro 1 public. Et on les remercie bien sûr parce qu'on est fiers de les accueillir. Mais c'est important pour nous parce que ça va être plus que grandeur nature. En effet, notre choix, il est par la suite tout autre. Jean-David a beaucoup d'amis. Donc, 17 personnes seront accueillies ce soir. Mais tous les autres rendez-vous prévus, il n'y aura que 10 invités. C'est la première. Et ce que nous voulons, c'est que les gens qui se connaissent puissent apprécier ces produits que nous faisons. Ils sont remarquables, délicieux. Ils sont... Donc Cécile. Et Frédéric Proux. Donc nous sommes artisans conserveurs près de Loudun, dans le nord du Poitou, commune de La Roche-Rigaud. Et nous venons du monde agricole, c'est-à-dire que nous sommes passés par une phase de production et de céréales et d'animaux, de porcs en l'occurrence, de l'élevage de porcs. Et nous avons quitté ce domaine-là pour nous consacrer uniquement à la transformation, ce que l'on faisait déjà lorsque nous étions exploitants agricoles, pour sublimer en fait la viande de porc qui est notre cœur de métier au départ. Et après, par extension, on a cherché dans nos familles voilà, des petites recettes pour faire des conserves, comme le farci pois de vin. Donc, c'est la recette de mes grands-parents. Voilà. Le boudin noir, qu'on a emprisonné aussi en bocal, lui aussi. Une recette de ma grand-mère, qui a commencé à faire ça il y a une quarantaine d'années. Et on s'attache à perpétuer en fait ces traditions familiales et développer de nouvelles recettes également. Parce que l'imagination en termes de cuisine elle est illimitée. Donc Cécile nous a concocté une petite terrine de campagne au romarin qu'on va avoir le plaisir de goûter ce soir, avec plein d'autres produits qu'on vous a amenés. Voilà.
Donc notre entreprise, ça fait 20 ans que nous sommes dans le monde agricole et de la transformation des viandes, principalement. Notre entreprise a 3 ans, c'est l'entreprise CFP Gastronomie, à travers la marque que nous distribuons, que nous avons développée, qui s'appelle l'Aimé d'Aimé. Clin d'œil au grand-père de Aimé, Cécile, c'est le grand-père. voilà, qui s'appelle Aimé, de qui on tient la recette du farci pois de vin. C'est ça. Alors justement, le farci pois de vin, c'est quelque chose qui me tient moi personnellement à cœur. Tout simplement parce que j'ai grandi en Charente-Maritime, même si je suis né à Salon-de-Provence, parce que mon père était militaire à l'armée de l'air, et était sur des gros avions de guerre. Donc mon grand-père m'a élevé avec ma tante. Et donc nous étions dans sa région. Et le farci pois de vin, c'est quelque chose qu'on sert à pratiquement tous les repas, quand il y a un apéro et tout. Ouais. Et tout le monde nous dit, mais goûtez mon farci pois de vin, il est très bon. Et alors, on va nous expliquer de quoi ça se compose. Alors, nous, on aime dire que le farci pois de vin, il y a autant de recettes que de pois de vin. Oui. Parce que chacun met sa petite touche, mais bon, la base principale, c'est le chou et le poireau. Donc c'est très végétal, mais ce n'est pas, très végétal. végétarien, puisque pour lier tout ça et donner le bon goût, il y a un petit peu de gras de porc. Voilà, donc, et des œufs et un petit peu de farine aussi. Voilà. Mais alors, entre autres, en plus donc, du chou, du poireau, il y a de la ciboulette, du persil, de l'ail, des oignons, les oignons revenus dans le gras de porc justement, qui vont apporter cette petite note sucrée. Les épinards, voilà, et un petit peu d'oseille pour équilibrer entre le sucré et l'acidité de l'oseille. Voilà. Moi, je peux vous dire que c'est la vraie recette d'origine, parce que beaucoup oublient l'oseille. C'est ça. Voilà. Il n'y a pas beaucoup, mais il y a juste ce qu'il faut. Voilà. Les épinards, souvent, aujourd'hui, c'est remplacé par des blettes. C'est ça. Voilà. Donc, c'est pas la recette du farci pois de vin. Voilà. Vous allez goûter ça et ça sera à vous de donner votre avis. Et alors, il y a une autre particularité au farci pois de vin, c'est qu'il peut se manger froid ou chaud. Voilà. Et il n'a pas du tout le même goût froid ou chaud. C'est vraiment différent. Donc certains l'aiment que froid et pensent que ça se mange pas chaud, et inversement, d'autres le préfèrent chaud. Et chaud, il peut accompagner une viande. Exactement. Comme un Viande poisson. blanche. Comme un poisson. Exactement. Voilà. Voilà. Et alors vous avez dit d'autres, les autres produits. Alors, vous avez donc ça, on est parti. Ça, c'est les 3 produits qu'on vous a présentés, c'est nos produits phares. C'est vraiment notre trio de tête, voilà. Le trio de tête. Voilà. Oui. Donc on aime bien parce qu'il y a celui qui vient de ma famille, celui qui vient de la famille de Frédéric, et celui-ci, c'est le nôtre. C'est le bébé. On l'a fait ensemble. Voilà. Et plein d'autres. Hein. Et ben après, l'imagination est au rendez-vous, donc moi j'aime bien cuisiner, et donc j'essaye d'inventer des choses. Donc là, on fait des pâtés, mais on fait aussi des rillettes, donc la technique de réalisation n'est pas la même. Donc là, on vous a apporté une rillette de poulet au citron confit, et donc ça c'est pas mal aussi. Enfin, je vais pas dire le contraire. On est très subjectif. Je vais vous raconter en 30 secondes une petite histoire qui va peut-être égayer les papilles. Vous avez dit que vous aviez du citron et du poulet. Ouais. Eh bien, le pape Jean-Paul II, parce que j'ai son cuisinier qui était un de mes copains, il me racontait que tous les dimanches, le pape voulait son blanc de poulet au citron et y rajoutait un petit peu de crème. Oh. Voilà. Et il fallait lui servir ça, c'était son dimanche. Et il changeait de légumes tous les dimanches parce qu'il mangeait beaucoup de légumes. Alors, vous voyez, c'est pas très loin. Voilà, c'est ça. Et n'oublie pas, Pierre, que l'origine de la gastronomie, c'est souvent, on la retrouve souvent dans la partie ecclésiastique, en France, notamment en France. Des recettes anciennes. Quand vous analysez l'histoire du goût et de la cuisine, vous apercevrez qu'au niveau des fromages, des vins et même autre chose, des alcools, et même certains desserts, portent le nom ou sont issus du monde ecclésiastique. C'est une richesse incomparable. Voilà, Porquerolles, par exemple, fait des vins rosés. Je ne sais plus quel ordre religieux, mais
c'est fait uniquement par des prêtres. Bon, je ne sais pas si on dit des prêtres, d'ailleurs on dit des moines. Des moines plutôt, oui, voilà. Et donc, ce sont de vrais pros pour certains. Et beaucoup, ils forment les jeunes moines qui arrivent à leurs techniques qui datent du Moyen-Âge. Très intéressant. Excusez-moi, je vous ai coupé, madame. Donc pour continuer, nous on essaie aussi de sourcer toutes nos matières premières localement. Et donc à côté de Loudun, il y a Saumur. Et Saumur est réputé pour ses caves à champignons. Donc champignons de Paris, à Saumur, on est d'accord. Et donc nous avons fait un tartinable de champignons blonds de Paris. Voilà, donc là il n'y a pas de viande, mais il y a des œufs quand même, donc pour lier. Mais ça reste un produit plutôt végétal. Et attendez, avant de la ramener et de procéder les champignons, il faut savoir que sur tout le nord de la France et Paris, il reste une seule vraie champignonnière classique. Voilà, et qu'on peut retrouver au marché de Puteaux, puisqu'elle vient tous les dimanches et tous les jeudis présenter les champignons qu'elle fait et qu'elle crée. Voilà. Et donc après, il faut justement aller dans la région de Saumur, où quand on passe le long, je ne sais plus quelle la rivière, c'est la Loire, qui voit au fond entre Montsoreau et Saumur, on voit les cavernes qui sont là, et derrière ça, il y a toute une... La falaise est toute percée de troglodytes. Il y a eu des tas d'histoires historiques avec ça. Et donc aujourd'hui, ça existe toujours, et ce sont des champignonnières qui font de champignons de très haute qualité. Et il y a même une boîte qui s'est créée autour de ça, qui récupère, qui achète des champignons, et qui fait des médicaments, puisqu'on sait très bien que les champignons fabriquent de la pénicilline. Voilà, donc en plus, le champignon c'est très simple pour plein de raisons, surtout que je viens de Paris. Et ça se marie très bien avec le champagne. Au fait, vous savez pourquoi, vous m'arrêterez si je me trompe, est-ce que les champagnes et des bulles, je vais le faire grossièrement. Attention Clara. Je leur expliquais tout à l'heure, j'avais parlé de la prise de mousse. La prise de mousse, quand... Le champagne, pourquoi il fait des bulles quand on le... Voilà. Je ne sais pas, vous appelez ça la prise de mousse, mais moi je ne sais pas. Ah, dans la production ou dans le verre? Ah, quand vous le mettez dans le verre. Oui, on appelle ça la prise de mousse. En tous les cas, la vraie raison qui m'a été indiquée par des gens qui font du champagne, ils m'ont dit parce que les verres sont sales. Oui, c'est vrai. C'est vrai? Oui, donc c'est pour ça qu'en fait, il ne faut pas non plus trop nettoyer les verres. Moi, je les passe quand même au lave-vaisselle, puisqu'il y a des bactéries qui se fixent après. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas trop les nettoyer non plus, parce que sinon, les bulles ne vont pas pouvoir se fixer aux parois du verre. Donc c'est important. On dit qu'il faut rayer le verre. Il faut rayer le verre. C'est ça, rayer le fond du verre. Il y en a qui disent aussi qu'il faut rayer les verres. Donc, si vous n'avez pas de mousse... les verres sont trop propres. C'est que les verres sont trop propres. Les verres sont propres. Mais c'est arrivé à une maison de champagne qui avait fait justement pas assez de bactéries, donc Krug. Et ils se sont rendus compte qu'après, il n'y avait rien qui pétillait. Et c'était juste une erreur parce que c'était trop propre, justement. Trop propre. Tout de A à Z, c'était beaucoup trop propre. Donc, je vois que vous connaissez le sujet. Hein. Oui, en effet. Vous voyez, derrière l'art des produits qu'ils font, il y a souvent des histoires très intéressantes qu'on ne connaît pas. Et je pense aussi que notre rôle, c'est de vous les raconter avant que vous goûtiez les produits, parce que vous les goûterez avec pas la même attention et pas la même acuité. Bah, je crois parce que vous connaîtrez des choses que vous ne connaissez pas avant. C'est et d'autres choses que je pourrais vous raconter, mais on attendra. Ça dépendra de ce qu'on a vu, ça. Il y a plein d'histoires que vous ne connaissez pas au niveau du goût. Voilà. Donc je me coupe, je me tais. Mais ça veut dire tais-toi. Non, ça veut dire qu'on va maintenant passer aux choses sérieuses. Voilà. Et encore, je crois qu'il y a encore une présentation. On n'est pas obligé. Allez-y, repassez. Ah, ben on va aller au bout de la collection. C'est normal, hein, c'est indispensable. Non, on n'est pas au bout. Ah, tant mieux alors. On est. Un autre tartinable de légumes aussi, à base de mogettes.
formidable. On parle ça, la mojette. Alors, comment La vous mojette, l'écrivez, la alors, mojette qui ne sait pas ce que c'est que la mojette? Moi, je savais pas. Oh bah si, on la trouve en Vendée normalement. C'est un haricot blanc. Et le C'est un haricot Ah, le haricot blanc, d'accord. Celui qui est un peu de forme allongée. D'accord. Moi, le dimanche, chez ma grand-mère, on mangeait le gigot d'agneau avec des mojettes. Ah, c'était excellent. Et des mojettes qui ont été cuites en 2 fois. C'est-à-dire qu'on fait d'abord fondre des oignons. Ensuite, on fait cuire les mojettes à l'eau, voilà, à côté. Une fois que les mojettes sont cuites, on les égoutte, on remet les oignons dedans et on refait compoter les oignons avec les mojettes. Deuxième cuisson. Et là, vous avez quelque chose de fabuleux, avec un trait d'huile de noix, voilà, et vous avez ce résultat-là, qu'on a emprisonné dans nos petits bocaux. Ça, c'est un morceau de mes dimanches d'enfance. Voilà. Bah écoutez, je trouve que la suite de la collection a valu le coup. Hein. Alors, la mojette, justement, donc, est un haricot plat. D'ailleurs, on dit mojette pia. C'est ça. On va un peu plus loin que la région Poitevine et descend également sur la région charentaise. Simplement, la recette est un peu différente. C'est-à-dire que, juste dans la première partie, c'est identique. Et à un moment, bon, on enlève l'eau, mais on la pèse. Et on rajoute à la place la moitié en poids de la quantité d'eau. L'autre partie, on en fait une soupe. Et ensuite, on laisse l'eau avec, on remet l'eau avec la mojette et le beurre, et ça fond. Le beurre, et donc ça, c'est mélangé. Pourquoi? Parce que la mojette, c'est une éponge. Et elle va absorber le beurre. Ça va la faire un peu grossir. Mais quand vous allez la mettre en bouche, vous allez éclater le haricot sur le palais. Et ça va faire un kromeski, pour ceux qui connaissent le kromeski. Voilà, ça va exploser et vous aurez tout le jus en bouche qui va se partager et couler le long des jus. Donc c'est la partie plus du nord de Vendée, non, du sud Vendée. Vendée et Barré-Poitevin. Voilà, c'est exactement ça. Et donc comment est arrivée la mojette en Vendée? Parce que ce n'était pas prévu au départ. Et on sait que Napoléon a fait la campagne d'Égypte. Et à ce moment-là, on louait des gens pour faire la guerre. Vous avez dû l'apprendre à l'école. Et Napoléon a fait la campagne d'Égypte et est parti, je ne sais pas où il a été battu, mais il a été envoyé à l'île d'Elbe, qui est à côté. Et c'est, je ne sais plus comment on les appelait, mais il y a une bande de militaires qui l'ont suivi. Or, c'était des bandes d'Allemands. Et l'origine du haricot en Europe, oui, c'est les Allemands qui l'ont amené, ça s'appelait le haricot. Et quand ils faisaient des campagnes, pour être sûr de se nourrir, ils emmenaient des plants de haricots qui plantaient, parce que souvent ils faisaient des sièges qui duraient des mois, qui plantaient pour se nourrir. Mais là, comme ils ne savaient pas quand Napoléon allait sortir de sa prison de Villebel, ils ont planté, ils se sont, du côté de Vix en Vendée, vous voyez, c'est très précis, ils ont fait un camp, et ils ont planté des haricots. Et ils ont vu que le haricot, en Vendée, il poussait tout seul, sans problème. Et donc ça a été la naissance du haricot. Puis Napoléon est sorti, il s'est échappé, je ne sais pas ce qu'il a fait, peut-être que certains connaissent mieux l'histoire que moi. Eh bien, il a repris la route de Paris, quelques temps avant Waterloo. Mais toujours avec ses sbires qu'il suivait, et les haricots qu'ils avaient dans des sacs. Et donc, comme il ne les mangeait pas tout de suite, mais des fois il séchait le haricot. Donc il y avait les mi-secs, il y avait les frais, les mi-secs et les secs. Et pour manger les secs, il fallait les tremper dans l'eau pendant 1 ou 2 nuits. C'est ça. Voilà. Donc voilà, grosso modo, l'histoire du haricot. Je ne sais pas si vous la connaissiez, mais... vous savez, derrière chaque produit que vous mangez, vous êtes jeune, eh bien je vais vous dire quelque chose. D'où ça vient, le produit? Ça vient de la terre nourricière. Tous les produits, quels qu'ils soient, viennent de la terre. Et donc la terre, il faut la protéger. Nous, on l'a salopé, notre génération. Parce qu'on a voulu, on est des enfants de la guerre, alors on a voulu
tout faire, et surtout du pognon, au détriment du reste. Aujourd'hui, la terre est meurtrie. Il y a plein de problèmes. Eh bien, il faut que cette jeunesse que vous êtes relève nos conneries. Et protéger la terre, c'est mieux manger demain. Parce que, par exemple, combien de fois j'ai vu des gens dans la rue, dans un jardin ou dans les champs, voient un ver de terre, et ils y vont, ils mettent leurs pieds dessus, ils l'écrasent. Mais c'est de la folie. Le ver de terre est utile. Il creuse des petites tranchées où l'eau va circuler pour nourrir les plantes, ou l'air, ou même d'autres insectes. Et on a besoin de ces plantes, puisque c'est ces plantes qui nous nourrissent. C'est-à-dire qu'on se fait du mal à nous. Et toute cette vie, elle dure, c'est pas vous qui me contredirez, sur 5-10 cm sous terre. Elle vit là, parce que justement, elle est proche de l'air, etc. Elle peut s'exprimer. Et nous, quand on la voit, on l'écrase. Tout ce qu'on n'aime pas, c'est sale et tout. Ben non, c'est pas sale. Ça apporte aux plantes qu'on mange une véritable identité gastronomique, gustative, olfactive, grâce justement à ces petites bêtes qu'on écrase quand on les voit parce que ça nous dégoûte. Ben, c'est des choses auxquelles il faut réfléchir, la jeunesse. Parce que nous, ça, on l'a massacré, voilà, on est des vieux cons, j'ai 74 ans, et quand je me retourne, moi j'ai toujours défendu ça, mais j'étais tout seul, bien souvent. Voilà. Et donc, j'ai créé justement aussi les amis de Pierre Marchessault pour qu'ils viennent expliquer eux-mêmes leur travail. Parce que vous faites pas, vous êtes dans un supermarché, vous ne ferez pas la différence. Parce qu'ils ont un beau pot, ils ont une belle étiquette. Mais nous, au niveau du goût, et au niveau de la nutrition, parce que là, vous avez tous les éléments, comme dans son champagne. Parce que même si c'est un alcool, et souvent on critique l'alcool, mais le vin est quelque chose de sain. Vous avez le professeur Pénaud à Bordeaux, qui enseigne à l'université, qui conseille de boire du vin dans certaines maladies. Il ne faut pas en abuser, c'est sûr, mais je pense que c'est comme de tout. Un verre par jour, c'est correct, il n'y a rien à dire. Oui, mais peu importe, mais vous ne direz pas le contraire. Non, c'est sûr, même Pasteur avant qui disait que le vin était plus pur que l'eau. Bon, après l'eau avant elle était pas très saine. Mais effectivement, et puis par exemple, on parle beaucoup aussi des sulfites en ce moment. Et donc du coup, nous, on est en cours de conversion bio, mais pour les sulfites, on a toujours mis la dose moins de 40 mg. C'est la dose bio, mais ça peut aller jusqu'à 120 mg dans les vins pétillants. Donc les restrictions ne sont pas très importantes en fait dans le vin pétillant et dans le vin tranquille aussi. Donc c'est vrai qu'il faut se raisonner soi-même parce qu'on est autorisé à en mettre plus parce que c'est le seul conservateur aujourd'hui, les sulfites qu'on a trouvé pour le vin en fait, qui vient du sol, qui vient des mines. Donc c'est pas non plus quelque chose qu'on a... Alors, je veux aussi vous dire quelque chose dans le domaine du sourire, parce que le sourire c'est quelque chose d'important dans la vie. Eh bien moi je préfère l'eau d'ici que l'eau de là. Voilà. Sur ces mots, allez, je pense qu'il va falloir... Et si nous goûtions? Oui, je crois que là, vous êtes impatients, là maintenant c'est bon. Après, il faut mettre quand même des émissions verre. Sinon, je vous permets. Ouais, peut-être pas trop, parce que j'ai vu. Non, c'est tout, là, c'est il va falloir que je reparte. Et quand tu m'as appelé, il était 32, j'étais en bas, je me suis dit putain, faut que je cours vite pour. Oui, oui. Non, c'est sûr. T'es raccroché parce que tu m'as regardé. Ouais, là ça va être bon. Oui, c'est bien. Et moi, je t'ai appelé parce que je me Je vous chercher. Est-ce que vous pourriez me sélectionner le produit? Moi, je prends la petite. s'il vous plaît. Vous pouvez nous présenter votre produit? Oui. Alors du coup, cette cuvée-là, c'est la dernière cuvée qu'on a créée, donc avec mon père, puisque je travaille avec mon père, je suis la 3e génération de vigneron en fait. Donc on est situé à côté de Château-Thierry, à Bral.
Donc en fait, si vous voulez, cette cuvée-là, c'est un petit peu spécial parce qu'on a voulu doser moins en sucre, puisqu'il y a une étape, la dernière étape du champagne, c'est le dégorgement. On va décider si on fait un brut, un extra brut ou un brut nature. Et en fait, l'objectif ici, c'était vraiment de faire ressortir le terroir, le vin, de faire un vin honnête, un vin brut, mais vraiment brut nature en fait, avec le moins de sucre possible. Donc là, celui-là, il s'appelle la cuvée nude, parce qu'on voulait vraiment faire un vin totalement transparent en fait, d'où aussi la bouteille, pour faire ressortir uniquement le terroir. Et en fait, quand on met moins de sucre au dégorgement, ça fait vraiment ressortir le goût du vin, vraiment la pureté du vin en fait. Donc si vous voulez, c'est une cuvée qui est millésime 2015. En effet. Voilà, en tout donc cas, elle il y a a été vieillie pendant 4 ans sur latte. Une super odeur qui apparaît. Déjà, rien qu'à, je dirais, au niveau de la bouteille, on a l'impression que ça encense une belle odeur de... Ouais, l'objectif, c'est vraiment d'avoir naturellement des arômes et du parfum, voilà, de par des aussi arômes, notre terroir. Avec moins de sucre. Avec moins de sucre. Voilà. Donc là, en gros, c'est un peu la tendance, on ne peut pas tricher quand on met moins de sucre. On ne peut pas ça masque pas, masquer des goûts et masquer justement une jeunesse du champagne, puisque la loi de vieillir du champagne, c'est 15 mois. Et nous, celui-là, il est vieilli pendant 4 ans sur latte. Donc pour vraiment développer complexe et une aromatique plus intéressante. Et du parfum en fait, c'est l'objectif de cette cuvée. Bah écoutez, ça a l'air vraiment très intéressant. Je pense qu'on va apprécier. Donc, vieillir sur latte, ça veut dire latte. Vieillir sur latte, en fait, c'est vieillir le vin. Des lattes. Oui, à l'horizontale, en contact avec la levure en fait. Parce que si vous voulez, pour faire du champagne, la mise en bouteille, donc là on a fait les vendanges, la mise en bouteille elle va se faire en mai 2021. On ajoute des levures, les levures vont manger le sucre et rejeter du CO2, donc du dioxyde de carbone, pour faire le champagne. Donc ça c'est la prise de mousse. Et on doit ensuite attendre 15 mois minimum pour les bruts sans année et 3 ans minimum pour les millésimés, pour que justement la complexité se développe avec les levures. Donc ici c'est 4 ans sur lit, donc on voit que c'est plus aromatique qu'un champagne qui serait plus jeune et donc du coup goût plus léger en fait. Mais 80% des champagnes sont vraiment bruts sans année et vieillis 15 mois. Donc c'est pour ça qu'ils sont plus légers. Donc sans année, c'est que non millésime. Normalement, le brut sans année c'est non millésimé, oui. Celui-là il est en récolte 2015. Ah, 2015. Millésime 2015, voilà. Et Pierre, alors Pierre, il n'est pas servi, Pierre. Ah, il n'est pas servi. Oui, il est original. Mais vous savez, c'est souvent que... quand vous oubliez. On m'oublie, oui. On n'oublie pas parce que quand on a besoin de moi, mais autrement ça va. Bon, je vous souhaite moi, la bienvenue à tous. Vous êtes des amis de Jean-David. Et on a le plaisir, pour cette fois, d'avoir Clara pour Champagne. Ces messieurs dames qui viennent de Poitiers, de Loudun, la région de Loudun, et qui vont vous parler de leurs produits, chacun pouvant les présenter pour que ce soit mieux fait qu'avec moi. Ceci dit, tu voudrais que tu filmes la dame et le monsieur qui sont derrière toi, voilà, et qui sont les parents de... Non, ne vous écartez pas, resserrez-vous de votre mari, parce que leur fils, qui travaille avec nous, Jean-David, m'a demandé de faire une fête pour les 39 ans de mariage de ses parents. Voilà, donc... Il fallait du champagne, hein. Monsieur, bon champagne, merci. Il est excellent. Voilà, merci. Et donc on peut les applaudir. 39 oui. ans. Merci. Allez, on a l'envers la 40, si on tient le coup. Cette année, c'est mal parti, là. On est mal parti. Oui.